Madame, Monsieur, bonsoir et Eid Moubarak Saïd. Immersion ce soir dans les coulisses du marketing sportif au Maroc. Avant le débat, voici l'édito. Nous nous introduisons donc aujourd'hui dans le vestiaire du marketing sportif. Patrick Nali. Parler marketing sportif sans évoquer ce nom serait comme rater un pénalty en finale de Coupe du Monde. Nali, c'est en effet le père fondateur de cette discipline, avec une capacité hors norme de persuader des dirigeants d'investir des sommes, parfois et souvent colossales, pour avoir le droit d'associer l'image de leur entreprise au sport. S'il n'avait pas été impliqué dans le marketing sportif, il aurait sûrement pu être un prédicateur. Ce n'est pas par hasard que le sport est devenu le nouvel opium du peuple et qu'aujourd'hui, le monde entier court après un ballon rond. Au Maroc, le marketing sportif est aussi jeune que sa population. Jeune et quelquefois peu transparent. Peser ce marché relève de l'approximatif. Du coup, difficile de le cerner et d'en tirer le maximum de profit. Et si seulement les pertes ne se chiffraient qu'en manne financière. Car la plus grande défaite reste le capital humain. De jeunes prodiges marocains passent à travers les mailles des filets afin de s'épanouir sous des cieux meilleurs. Et ça, ce n'est pas très bon pour l'image du sport marocain. Le sport, c'est avant et après tout. De la passion, du sentiment d'appartenance, de l'adrénaline, bref, de l'émotion, un ingrédient clé pour justement monétiser le sport et les sportifs et en faire un élément fédérateur d'une nation. Voilà donc pour cet édito. Place au débat en compagnie des invités qui ont accepté l'invitation d'Eco-Débat ce soir. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir le président de la section football du FUS de Rabat, Hamza El-Hajjoui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eid Moubarak. Eid Moubarak à vous aussi. Également sur le plateau, le vice-président du GAM, du groupement des annonceurs du Maroc, Amin Sadir. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau d'Eco-Débat mon confrère et qui n'est plus à présenter, Karim Droné. Bonsoir et bienvenue sur Eco-Débat. Bonsoir Adija et bonne fête également à vous aussi. Merci à vous aussi. Alors, bon, c'est d'actualité, tout le monde a suivi cette actualité largement relayée, n'est-ce pas, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien évidemment de cette finale de la Ligue des champions africains, le WAC de Casablanca, opposé à l'Espérance de Tunis et bien sûr toute la polémique qui s'en suivit. Est-ce qu'aujourd'hui, cette polémique porte un impact considérable sur l'image du football africain, Hamza Hajjoui? Indéniablement, oui. Je dirais que nous avons donné une image triste, véritablement triste de notre football au niveau africain. Il s'est passé des choses graves. Nous avons eu, dès les premières minutes avec le président Fawzi, nous avons eu la dimension de cette gravité. Et de là, nous avons prévu de passer un week-end de fête pour fêter le sacre du Wydad, parce que nous étions sûrs de la capacité sportive du Wydad d'arriver au bout de cette compétition, parce qu'on a vu au match aller, parce qu'on a constaté lors de toute la compétition, par le potentiel de cette équipe. Et nous avons passé un week-end à travailler, à trouver des solutions pour effectivement sauver la face. Sauver la face, je le dis, je le répète, parce que tout simplement, c'est triste, c'est lamentable ce qui s'est passé. Une situation, je dirais, on n'a jamais vu ça. On n'a véritablement jamais vu ça. Je pense que c'est la seule qui est un peu similaire. Je m'en rappelle parce que j'étais beaucoup plus jeune, dans les années 80, avec un match entre le Koweït et la France. C'est pas Karim, je crois que vous en rappelez, où il y a un Chir qui est descendu pour annuler un pénalty ou annuler un but. Je ne me rappelle pas très bien ce que c'était. Bon, on y est presque. On y est presque parce que la situation est quand même assez inédite. Un VAR qui marche et qui ne remarche plus, qui tombe en panne au moment du but. Enfin bref. En tout cas. Et qu'en est-il justement des arbitres africains aussi, l'image aussi de ces arbitres est impactée, sachant que ce n'est pas le seul incident, n'est-ce pas, de cette compétition? Non, on a eu en 2 semaines un concentré de fautes d'arbitrage et d'incidents d'arbitrage. Nous avons pris la décision donc, de saisir, que le Wydad saisisse le TAS, le tribunal arbitral du sport, la FIFA et la CAF, bien évidemment.
Et d'un point de vue opérationnel, donc les collègues sont en train de travailler d'un point de vue juridique, effectivement, pour faire cette démarche, parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Vous savez, j'ai fait juste le tour des médias hier, enfin, étrangers. C'est vraiment c'est quelque Absolument. chose d'incroyable, incroyable, incroyable. Je le répète 3 fois parce que c'est une image qui n'est pas la nôtre. Et bien évidemment, il faut rattraper. Ça va être très difficile. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps pour rattraper ce qui s'est passé vendredi soir. Karim Droné, vous avez suivi, n'est-ce pas, cette affaire comme des millions de Marocains. Et selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, le WAC est-il à blâmer, la fédération est-elle à blâmer, tout simplement l'organisation est-elle à blâmer? Qui est à blâmer dans cette histoire? Je pense qu'il y a un cumul d'erreurs en fait au niveau de toutes les parties prenantes de cette affaire. Bon, déjà sur le match en lui-même, le Wydad donc a cessé de jouer réclamant le VAR. Dans les règlements d'application de la mise en place du VAR, c'est totalement interdit. Les joueurs n'ont pas le droit de demander à l'arbitre d'utiliser le VAR. Ils peuvent être même sanctionnés d'un carton jaune. Donc là déjà, le Wydad aurait dû rester sur le terrain, continuer à jouer. Et peut-être contester après la décision de l'arbitre, mais en aucun cas arrêter le match de la sorte. Maintenant, il faut dire aussi que ça vient après une semaine de polémique. Déjà, lors du match aller, il y avait des erreurs d'arbitrage qui étaient flagrantes également, et qui ont été contestées d'ailleurs par le Wydad de Casablanca. Et on a pris une seule décision au niveau de la Confédération africaine de football, celle de suspendre pour 6 mois l'arbitre de la rencontre. Ça veut dire qu'on reconnaît les torts de l'arbitre, mais on ne remet pas en question le résultat du match. Donc, il y a quand même beaucoup de négligence de part et d'autre. Et puis, le problème du VAR qui ne fonctionnait pas, la CAF et les autorités tunisiennes étaient informées que ce VAR ne marchait pas depuis déjà une semaine. Ils avaient reçu un courrier de la société qui gère justement l'utilisation du VAR. Donc, il ne faut pas être surpris que, évidemment, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder le vase et qui a exacerbé les tensions lors de cette finale. Alors justement, exacerber les tensions. Et qu'en est-il justement de cette image du football marocain, tout d'abord, du football africain de manière générale? Je ne veux pas focaliser sur le football marocain parce qu'aussi on a vu des très vilains gestes des supporters de Tunis qui ont jeté des pierres, notamment sur le staff technique du Wydad. Il y a eu des fumigènes qui normalement ne sont pas autorisés de la sorte dans un match, surtout à ce niveau de la compétition. Je pense qu'en fait il y a une remise en cause complète aujourd'hui du football africain. Il va falloir faire preuve de professionnalisme, resserrer un peu les boulons parce qu'on va aller vers des débordements. La sanction qui a été prise contre l'arbitre du match aller, aujourd'hui, tous les arbitres africains ont la peur au ventre, ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. S'il faut une erreur d'arbitrage, ils risquent d'être suspendus, peut-être même à vie. Donc il y a un véritable danger. Il va falloir vraiment que la CAF se penche sur cette question et fasse preuve de professionnalisme. Alors, on parle impact sur l'image, bien sûr. Vous représentez les annonceurs du Maroc, vous êtes donc vice-président du GAM, Amin Sadir. Est-ce que les annonceurs, ça leur fait peur, ce genre d'incident ? Oui, bien sûr, par rapport au futur, parce que quand un annonceur s'associe à un club ou à un sport en particulier, c'est surtout par rapport aux valeurs que représente ce club et cette compétition aussi. Donc le fait d'aller de pouvoir être témoin de telles images comme celles que nous avons vues vendredi soir, c'est très désolant. C'est très, très désolant pour nous, autant qu'annonceurs et autant que Marocains aussi. Que Marocains, très bien. Alors, bon... Je voudrais juste m'arrêter justement sur le marketing sportif de ces deux clubs, messieurs. L'Espérance de Tunis, un peu comme le WAC, est basé un peu sur le même business model en ce qui concerne le marketing sportif, mais les recettes marketing du club tunisien dépassent celles du club casablancais. Pourquoi pourtant le WAC est mieux exposé, notamment en Afrique, selon vous, Hamza Hajou? Je pense sincèrement que c'est un problème institutionnel. Je reviens un peu, je reste un peu dans ma théorie, dans ma bulle dans un premier temps, après je m'expose à l'extérieur. Je pense que premièrement, le football tunisien est passé dans le professionnalisme depuis très longtemps. Ils sont passés en société anonyme sportive depuis très longtemps. Ils ont une structure de leurs finances, de leur organisation, de leurs ressources humaines, de leurs risques, de leur audit, de tout ce qui se passe au niveau d'un club comme une entreprise. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Nous nous efforçons au niveau de la fédération. Pour être très sincère, ça fait aujourd'hui 1 an et demi, 2 ans que je suis vice-président de cette fédération en compagnie du président Fauzi. Écoutez, on essaie d'aller de l'avant par rapport au club pour qu'il passe le cap. De société. Et ça manque. Pourquoi on parle aujourd'hui, les chiffres que j'ai cherchés, parce qu'effectivement, l'actualité, il faut bien que je prépare l'émission quand même, l'actualité est là.
L'Espérance de Tunis, c'est 6,2 millions de dinars, soit à peu près 20 millions de dirhams. Absolument. C'est quand même assez impressionnant. D'accord ? Ce qui n'est pas le Contre cas du 14 WAC. pour le WAC. Exactement. Donc, alors que le WAC, très sincèrement, ça peut être du branding. C'est une marque, le WAC. Le Raja et le WAC, et à moindre mesure peut-être les phares ces dernières années, c'est vraiment une marque au Maroc dans le football pour les supporters, pour les footballeurs au Maroc. Donc c'est extrêmement important d'avoir une stratégie dans ce sens-là. Franchement, je reviens à ce qu'on fait au niveau de la fédération, et là c'est de l'opérationnel. Nous essayons d'aller de l'avant par rapport à ce projet de transformation à travers la loi 3009, c'est un peu technique, pour permettre à ces clubs-là de devenir des sociétés anonymes à caractère sportif qui leur permettrait d'avoir une structure de leurs finances, une structure de leur organisation qui leur permettrait d'avoir plus de ressources et de drainer plus de fonds. Mais le fait justement de se transformer en société, ça induit aussi une transparence totale des finances. Ça va de soi, madame. Ça va de soi. J'en Est-ce parle, que ce n'est pas un des éléments qui fait que ça freine un peu En les tout clubs? cas, notre objectif, ce n'est pas de la langue de bois, mais c'est une réponse. Notre objectif étant essentiellement d'aller de l'avant par rapport à cette transparence. Parce que ce qui manque aujourd'hui dans le sport au Maroc, c'est un peu plus de transparence au niveau des finances et un peu plus de transparence au niveau des organisations. Très bien. Peut-être que je parlerai de mon club par la suite, qui a commencé cette transformation, ce MU depuis maintenant une dizaine d'années, à travers vraiment un MU qui est plutôt institutionnel et légal. Tout passe par les lois. Très bien. Il y a bien une loi cadre, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on montre? On ne montre que finalement, enfin, je ne parle pas de tous les clubs, heureusement d'ailleurs, Karine Dronnet, mais on n'a pas, en préparant cette émission, j'ai pas pu avoir les chiffres de tous les clubs. Non, on ne peut pas les trouver. Notamment en sponsoring. Ce qu'on a, ce sont les subventions étatiques, publiques. Oui. Et il n'y a même pas de rendu des comptes de l'argent dépensé de ces subventions. Il y a même encore aujourd'hui. Pourtant, la loi l'impose, voilà. Voilà, exactement. Oui. Mais non, mais pour le moment, c'est vrai que ça manque effectivement, comme disait le président Hamza, c'est vrai que ça manque encore de transparence. On ne veut pas donner les chiffres. Aujourd'hui, il y a l'argent qui sort des clubs sur de simples bons, qui ne sont même pas des factures, ce sont des bons de commande. Bien sûr. Hein, donc, effectivement, il va falloir du temps encore pour aller vers cette transparence, mais c'est là le nerf de la guerre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est perdu aussi en termes de sponsoring. Si je vois un club, par exemple, comme le Raja de Casablanca, c'est un club qui a aujourd'hui plus de followers que le Bayern Munich. Il y a 1,5 million de followers sur le Wydad la page Facebook du Wydad de Casablanca. Donc ça peut drainer là aussi une manne très importante, notamment si aujourd'hui on va vers le digital, ça va se développer de plus en plus. Il y a pour les annonceurs des moyens de communication, mais à condition évidemment que l'argent qu'ils vont investir dans le club, qu'il soit justifié aussi. Qu'ils soient justifiés, qu'ils aient ce retour sur investissement. Exactement. Alors qu'en est-il ce retour sur investissement justement, vous en tant que marketeur, sur cet investissement dans le sport au Maroc, dans le marketing sportif, pardon. Il est très difficile et compliqué à mesurer, mais n'empêche qu'aujourd'hui, le retour en associant une marque à une discipline ou à un club ou même un joueur de foot ou autre, c'est plus par rapport à la notoriété de la marque qui veut se construire et aussi l'image et la valeur que renvoie cette discipline, ce sport ou ce joueur. Alors, vous parlez de discipline, donc bien sûr, bien naturellement, le foot s'accapare la plus grosse part de ce gâteau, n'est-ce pas? Toute la part, pour ne pas dire toute la part. Donc les autres disciplines, il n'y a rien. Les autres disciplines, déjà, il faut qu'on structure un peu ce qui se passe autour du foot et qu'on puisse en tirer le plus possible, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, un annonceur qui s'associe au foot marocain, que ce soit le Botola ou à une équipe bien spécifique, ça ne dépasse pas un logo sur un t-shirt qui apparaît lors de la retransmission d'un match, ou un panneau d'affichage lors de la retransmission d'un match, ou des spots publicitaires à la coupure d'un match. Donc il n'y a pas aujourd'hui un contenu bien spécifique en dehors de cette visibilité bénigne. La faute à qui, justement? Est-ce que, parce qu'il y a bien des standards internationaux, on est largement à la traîne, comme vous le dites, mais c'est la faute à qui, pour le coup? C'est la faute aux communicants, aux annonceurs, aux Aujourd'hui, clubs? je pourrais prendre l'exemple sur ce que nous faisons en tant qu'annonceurs sur le divertissement. Donc il y a le sport et il y a le divertissement. Aujourd'hui, sur le divertissement, ce qui se fait au Maroc, nous sommes très très fiers d'avoir des programmes à la hauteur de ce qui se fait à l'international.
Là, je peux évoquer des programmes comme Masterchef. Non, on ne donne pas de nom de programme. Mais là, vous parlez de divertissement. Mais il y a bien, il y a bien de l'événementiel sportif. Qu'en est-il de l'événementiel sportif? N'est-ce pas là une niche, justement, où les annonceurs peuvent également aller pour associer leur image, encore une fois, non pas à du divertissement, mais à du sport, qui est le thème. Oui. Donc, en fait, c'est juste pour pouvoir réappliquer ce qui se fait déjà sur d'autres secteurs et l'appliquer au sport. Pourquoi ça marche ailleurs et pas sur le sport? Parce qu'on n'a pas d'interlocuteur aujourd'hui. Il n'y a pas d'interlocuteur au niveau des... Vis-à-vis des clubs. Oui, au niveau des clubs et au niveau des fédérations. Ça a changé au niveau de la fédération de football. D'ailleurs, on commence à voir pas mal de partenariats qui fleurissent et ça fait plaisir pour les annonceurs et pour le foot marocain, des partenariats prestigieux. Mais au niveau des autres fédérations, parce que vous avez évoqué les autres sports, et il n'y a pas que le foot au Maroc, et les clubs, même les plus grands clubs aujourd'hui au Maroc, si je veux faire une opération auprès du Wydad ou du Raja, à qui je dois parler? Avec qui je vais discuter? Est-ce que c'est le président? On n'a pas du tout de clarté sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une agence qui représente ce club? Il n'y a pas du tout de clarté. Donc même cela est opaque. Oui. On ne parle même pas des finances, là. Ouais. Très bien. Peut-être une réaction, Hamza Hajjoui, par rapport... Enfin, il ne vous apprend rien, j'imagine. Non, Oui. non, du tout. Non, c'est-à-dire que c'est tout à fait normal aujourd'hui, au fait, le frein qu'on a dans la création des sociétés, on ne parle pas de transformation, mais création des sociétés sportives à caractère, des sociétés anonymes à caractère sportif, c'est effectivement l'interlocuteur. Mais au-delà de l'interlocuteur, c'est qu'au fait, pendant très très longtemps, la chose sportive a été liée à la chose politique. Dans les régions, au Maroc, on parle du Maroc profond, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très lié. Donc c'est lié à quoi? Aux personnes. Donc quand il faut parler à un club, il faut parler à son président. C'est de cette manière-là que ça se passe aujourd'hui, on va dire, dans à peu près 50% des clubs au Maroc. Ça commence à s'arranger. Très sincèrement, ça commence un petit peu à rentrer. Le Raja commence à structurer les choses d'une manière un petit peu plus claire. Chez nous, c'est structuré. Un certain nombre de clubs sortent un peu du lot. Qui sont relativement... on a quand même un semblant d'organisation, des choses qui se mettent en place, un système d'information, des ressources humaines, etc. etc. Mais effectivement, aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue pratique, quand on veut parler à un club, c'est essentiellement son président. Donc c'est quelque chose d'évident. Il faut aller de l'avant, il ne faut pas que ça soit c'est les institutions qui parlent, ce n'est pas effectivement la personne. Mais jusque-là, ça marche de cette manière-là. Encore une fois, nous nous efforçons, mais il y a vraiment il n'y a pas de la résistance, mais même le ministère s'en est mêlé. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a offert à peu près quelque chose comme 6,8 millions pour les clubs qui créent la société sportive. Ils sont du nombre de combien maintenant aujourd'hui, ces clubs, depuis justement cette loi qui est passée? Qui ont été 10. Oui. 10. Sur, il y a 10 clubs sur 16 de l'élite qui ont eu leurs textes sont similaires aux textes de la 3009, la loi 3009, qui leur permettent effectivement de devenir, de créer la société sportive. Il y en a 10. La résistance, ce n'est pas vraiment de la résistance aussi. Attention, il faut donner à César ce qui est à César. Je veux dire, il n'y a pas que de la résistance. D'un point de vue institutionnel, on a beaucoup de clubs qui prenons le cas du WAC, par exemple, on en parle, ou du Raja. Au fait, ce sont des clubs qu'on connaît qu'à travers le football. Or, c'est des clubs qui sont omnisports. Le cas du FUS, on a commencé cette transformation, cette construction, depuis maintenant à peu près 11 ans, 2008. Nous avons voté des lois au niveau de notre comité directeur qui stipule que tout est concentré au niveau du comité directeur du FUS. Et qu'effectivement, tout ce qui sort de ce comité directeur, ce sont des sections. Moi-même, je suis secrétaire général du comité directeur et président délégué de la section football. Donc, au fait, je suis nommé par un président du comité directeur qui lui-même est élu dans une assemblée générale de comité directeur. Donc, par rapport à cette organisation, ça fait que finalement, les choses sont simples. Mais pour un autre club, on a pris le cas du WAC, en fait, c'est le football. Il n'y a pas les autres sections dedans, les autres sports. Donc la transformation ou la création de la société sportive va se faire sur quoi? Sur le football ou sur l'omnisport? La loi prévoit d'avoir des sociétés anonymes à caractère sportif avec un seul sport. Le DIFA Hassani Jadidi l'a fait.
hein. Donc en fait, c'est possible. Mais après, c'est de la volonté. Il faut aller vers les autres sports, négocier avec eux. Enfin, c'est ce qu'a fait le Tiferet Hassani Jadidi. L'Olympique de Safé l'a fait. Donc forcément, il y a des cas où on le fait. Mais d'un point de vue législatif, cette loi, la 3009, qui date de 2009, enfin son nom le porte, hein, elle vient suite aux assises du sport qui ont eu lieu à Srerat en 2008, oui. avec la fameuse lettre royale qui a donné les grandes orientations. Et vous savez, madame, c'est la première fois au Maroc qu'on parle de société sportive, qu'on parle de marketing sportif, qu'on parle d'un certain nombre d'éléments qu'aujourd'hui, dans le temps d'économie du sport. Absolument, nous y venons. Voilà. C'est pour cela, justement, est-ce qu'aujourd'hui, depuis ces assises-là, n'est-ce pas, qui ont eu lieu en 2008, est-ce qu'on sent que parmi ces éléments qui ont été cités, est-ce qu'on en retrouve quelques-uns aujourd'hui, à part justement cette loi sur cette économie du sport, sur l'organisation tout simplement de cet écosystème sportif au Maroc? Disons, les incitations sont là. Maintenant, il faut pousser les clubs à aller vers ces organisations. Maintenant, les clubs, comme a dit ici Amine, en fait, c'est les personnes. Donc, il faut aller vers les personnes. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire, très, très sincèrement, le président Khoja et tout le comité directeur. On essaie d'aller dans ce sens-là par rapport à convaincre. Et on est parti vers le ministère. On a convaincu le ministre de donner une subvention de 6,8 millions de dirhams à tous les clubs. C'est énorme. Pour un club marocain, c'est quelque chose d'énorme, 6,8, c'est pas rien du tout. Oui, sachant que les budgets voilà. Sont variables, mais c'est quand même quelque chose d'important. Ça peut représenter 10% du budget annuel, absolument. Exactement. Donc forcément, c'est des incitations pour aller de l'avant. Et puis pour corriger une anomalie, attention tout ça. C'est quoi l'anomalie? C'est la fiscalité. J'en dis pas plus, sinon... Karim Droné. J'avais juste une question à poser à M. Hamza Jaoui en tant que vice-président de la Fédération royale marocaine de football. Pourquoi vous ne prenez pas le taureau par les cornes et que vous n'acceptez que les clubs qui sont en conformité avec la loi 3009 pour disputer le championnat, par exemple? Vous dites qu'il y a 10 clubs aujourd'hui, les 6 autres ne peuvent pas jouer s'ils ne sont pas en conformité. Alors, je vais vous répondre, encore pas avec la langue du bois, mais quelque chose qui y ressemble, on va dire, pour être sincère. En toute diplomatie peut-être, mais sans langue de bois. Voilà, tout à fait. Non, ce qu'il y a, c'est que, comme a dit Amine tout à l'heure, en fait, les clubs sont très liés à des personnes. Et ces personnes sont très liées au monde du sport, de la politique, etc. J'en dis pas plus. Vous comprenez très très bien ce que je veux insinuer par cela. C'est-à-dire, notre objectif, vous savez, le président est un technocrate. C'est un inspecteur général des finances, il vient du ministère des Finances, il est directeur du budget. Il a quand même cette capacité de pouvoir aller de l'avant par rapport à ça. Nous nous efforçons, mais il faut beaucoup de diplomatie. Il faut amener tout ce beau monde d'une manière intelligente, d'une manière la plus simple possible et simplifier les choses. Parce qu'il y a beaucoup de collègues présidents de clubs qui ont vraiment l'impression, quand on parle de société anonyme à caractère sportif, comme quelque chose d'énorme, comme une boîte noire. Or non, c'est tout sauf une boîte noire, c'est une boîte transparente qui lui permettrait de drainer encore plus de fonds, d'avoir des investisseurs étrangers qui viennent, d'avoir des personnes qui sont là, qui peuvent mettre de l'argent et investir dans le sport. L'économie du sport représente aujourd'hui dans les pays développés quelque chose comme 2% du PIB. C'est quand même important. Et donc, rater cette phase-là, dans une période faste, en tout cas du football, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette période-là. C'est dommage. Alors, peut-être que, ou tout simplement pour conclure, le sport n'échappe pas à la gangrène de toute l'économie de notre pays qui est l'informel. Parce qu'aujourd'hui, malgré toutes les incitations fiscales qui sont proposées aux jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes d'ailleurs, pour justement formaliser leur business, eh bien c'est un refus parce qu'il y a cette culture de privilégier finalement l'informel. C'est intéressant de faire cette comparaison avec finalement des clubs de sport marocains que l'on croit bien organisés, qui sont censés l'être en tout cas. Oui. Et qui n'échappe pas à cette règle de l'informel, finalement. Oui, c'est un problème qui persiste et il va falloir le prendre à bras le corps. Mais c'est vrai qu'il y a des susceptibilités, il y a des choses... Il faut faire avancer les lignes rouges, mais il faut y aller prudemment également, parce qu'il y a aussi une question d'impact aussi sur le social. Donc il faut y aller très doucement. Mais il faut y aller assez vite parce que l'Afrique est en train de bouger. Aujourd'hui, d'ici 2030, on aura à peu près le continent le plus connecté
dans le monde, en Afrique. Donc il y a le digital qui se développe, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement, notamment pour les annonceurs et pour les sponsors. Je pense qu'il ne faut pas rater le cap. Nous allons certainement en discuter en deuxième partie de cette émission. Je vous retrouve juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez qu'au-débat qu'on consacre aujourd'hui au marketing sportif au Maroc. Alors, la première partie d'émission donc, a été consacrée à cette question d'organisation de cet écosystème sportif au Maroc. Amine Sadir, en tant que vice-président du groupement des annonceurs, comment est organisé, malgré le manque d'organisation et de structuration, comment est organisé ce marketing sportif? Je parle là de sponsoring, de mécénat, d'événementiel. Comment tout cela est-il organisé chez nous? Aujourd'hui, en fait, c'est plus, c'est pas disciplinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est plus par rapport à l'entité et qui est derrière, ou l'événement et la personne qui est derrière. Donc, si c'est une personne qui est professionnelle, qui va de l'avant, qui approche les annonceurs, qui est transparente et qui est prêt à construire des choses main en main avec les annonceurs, bien sûr, c'est des événements sur lesquels on peut travailler et qu'on peut porter. Sinon, par la suite, le fait qu'il y ait un événement qui sort du lot sans pour autant être approché par des annonceurs, ce n'est pas quelque chose sur laquelle on va partir. Et qu'en est-il de l'équipe nationale? Est-elle bien marketée? Très très bien marketée. C'est ce que je viens de dire au début de l'émission. On a la chance d'avoir un interlocuteur marketing qui connaît le marketing et donc c'est quelqu'un qui parle le même discours que nous, qui a mené toutes les discussions avec nous pour réaliser des partenariats prestigieux à la fois pour certaines marques et pour l'équipe nationale aussi. Karim Droné, une réaction et surtout aussi par rapport aux médias et comment ils traitent finalement ce sujet de l'équipe nationale et du football marocain. Écoutez, je pense que l'équipe nationale est un acteur privilégié des médias, puisqu'on suit évidemment avec beaucoup d'intérêt les Lions de l'Atlas. Donc, évidemment, on les accompagne, surtout à la veille de cette Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de retombées dans les médias pour les sponsors, c'est un petit peu différent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médias, on est toujours un peu frileux à parler d'un annonceur ou d'un sponsor. C'est pas encore tout à fait dans la culture. Il n'y a pas encore ce brassage de communication entre les médias. Tout simplement parce que le journaliste doit rendre des comptes et donc s'il commence à citer un sponsor, son patron va lui dire attention, tu as touché combien pour avoir parlé de ce sponsor. Donc il y a peu de réticence. Moi je l'ai vu sur des événements ici organisés où lorsqu'il y avait des chaînes de télévision, elle floutait carrément le sponsor, l'image du sponsor. Alors, en termes de retombées. Qu'en est-il du naming? Qu'en est-il Alors justement, en termes de naming, vous savez, en fait le naming c'est donc le fait d'associer une marque ou un produit à soit une infrastructure sportive, ça peut être un stade de football par exemple, ou un événement sportif, comme un championnat. Alors en fait, seul le diffuseur est obligé de citer la marque. Mais les autres médias qui ne sont pas diffuseurs, par exemple d'un match de football ou d'un championnat qui serait brandé, eh bien c'est juste ils jouent le jeu ou ils ne jouent pas. Ils ne sont pas obligés. La loi ne les oblige pas. Non, tout à fait. Donc c'est un peu délicat évidemment pour les annonceurs. Les annonceurs. Est-ce que ce n'est pas un frein justement peut-être Amine Sadir que je ferai réagir. C'est une gymnastique que les annonceurs doivent faire par rapport à la réglementation de la ACA pour pouvoir assurer une part de voix aux annonceurs qui sont partenaires d'un événement ou d'un sport en particulier ou d'une compétition. Et là je parle des supports nationaux. En fait, il y a la réglementation de la ACA qui délimite le temps de présence d'un logo ou d'une marque à l'écran. Ça ne doit pas dépasser les 3 secondes, donc avec un décalage de pas mal de minutes entre la première apparition et la deuxième apparition. Donc c'est toujours une gymnastique, comme j'ai dit, pour pouvoir assurer une visibilité impactante et efficace pour la marque. Mais il n'empêche que c'est très, 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 très contraignant. Alors, est-ce que, justement, il n'y a rien à faire, pourtant, pour éviter toute cette gymnastique, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un dispositif plus simple pour attirer plus d'annonceurs? C'est ce dont ont besoin ces clubs de la Boutoula, justement sur cette question du naming. Hamza Hchoui. Dans l'absolu, oui. Enfin, le dispositif, ça doit être un dispositif législatif, c'est-à-dire c'est les lois, c'est au niveau de la ACA. Ça n'appartient pas forcément ni à la fédération ni au club de le faire et de comprendre derrière. Au fait, je reviens toujours à mon point de départ, excusez-moi madame, mais c'est-à-dire que dans la construction de notre raisonnement par rapport à la construction d'une économie du sport qui peut générer de la valeur ajoutée, en fait, la ACA va réagir quand elle va voir qu'il y a de la valeur ajoutée, qu'il y a des emplois créés.
Très bien. Voilà, donc forcément, je ne mets pas tout sur le législatif, encore une fois, mais à un moment donné, il faut être raisonnable. C'est que nous aussi, on a quelque chose à nous reprocher. Donc il faut une remise en question, qu'on se regarde dans une glace et qu'on comprenne qu'est-ce qui ne va pas et qu'on essaie de corriger. Est-ce que cela est valable seulement pour le football ou pour les autres disciplines également? Écoutez, je pense que c'est également pour les deux autres disciplines. Aujourd'hui, les autres disciplines, on va en parler. Enfin, je veux dire, celles qui sont les plus, disons, en vue aujourd'hui au Maroc, c'est l'athlétisme. Les sports de main, malheureusement, à part le basket avec l'ASS, l'association sportive de Salé, il n'y en a pas grand-chose. Nous avons un peu de judo, un peu de la natation. Hein, ce sont ces disciplines-là qui peuvent éventuellement être... Le tennis, non? Sport aquatique, non plus? Très peu. Hein, très bien. Très peu. Moi, à mon sens, très peu. Mais bon, c'est un avis perso. Hein, je veux dire, je personnel, ne parle pas, je connais ces trois sports parce que je sais qu'il y a des débouchés. Et après, pourquoi je parle de ces trois sports? Parce qu'il y a un côté fédération, collectif, et il y a un côté individuel, c'est le sportif. Là, un judoka, c'est un judoka, ce n'est pas une équipe. Un nageur, c'est un nageur. Ce n'est pas une équipe, c'est-à-dire qu'il va jouer pour lui-même aussi. Mais du coup, comment il se fait sponsoriser si c'est une pépite de sa discipline et qu'il est bon et qu'il cherche des sponsors? Et moi-même, j'en ai entendu parler, ne serait-ce que pour le tennis, pour le surf, qui est une discipline qui est en train de se développer chez nous. Il fait comment, ce petit jeune? Mais écoutez, c'est par bouche à oreille, par connaissance. Malheureusement, il n'y a pas de voie. Je suis je dirais pas dans le civil, mais en tout cas là où je travaille, c'est une grande entreprise d'État et effectivement on a beaucoup pour la nommer, enfin il n'y a pas de publicité là-dedans, mais la Caisse de dépôt et de gestion. Et donc à travers cette entreprise et sa fondation, nous recevons beaucoup de demandes par rapport à des sportifs qui veulent effectivement être sponsorisés, enfin dans le temps, maintenant un peu moins. Et donc forcément, je penserais éventuellement même pas à un fonds de solidarité, mais un fonds qui permettrait d'orienter ces jeunes talents vers des sponsors éventuels, parce qu'il y en a des sponsors, il y a beaucoup de sponsors qui veulent aller vers un judoka. Aujourd'hui, on est en 2019. L'année prochaine, on a les Jeux Olympiques. Et vous savez, certaines compétitions, certaines disciplines, comme le judo, la natation, le tennis de table, l'athlétisme, on peut facilement y aller. Facilement. On peut y aller. On peut y aller déjà. On peut y aller. Nous avons les capacités d'y aller parce que les conditions, les minima sont des minima par région. Et donc, on peut arriver à être qualifié pour faire un tour ou deux ou être là-bas au niveau des Jeux Olympiques. Donc, forcément, ça représente un potentiel pour les annonceurs qui est énorme, qui est carrément énorme. Mais malheureusement, il n'y a pas le lien, l'intermédiaire. Vraiment ce lien. Vous le visionnez comment, ce lien, Hamza Hachouik, par exemple? Je le visionnerai par une agence étatique qui pourrait faire ce travail-là. Pas qui serait spécialisée dans le marketing sportif, de toutes les disciplines. Exactement. Très bien. Ça tient la route, en tout cas, comme ça peut se faire, ça peut se créer. On a les ressources humaines pour. Tout à fait. Tout à fait. Très sincèrement, c'est quelque chose qui est... Enfin, moi, de mon côté, au niveau de mon travail, je reçois beaucoup de demandes de surfeurs, la gymnastique. On a quelques gymnases qui sont en Europe, mais qui demandent d'être sponsorisés au Maroc parce qu'ils n'arrivent pas à percer en Europe. Mais en passant par leur nationalité marocaine, ils peuvent aller aux Jeux Olympiques. Mais nous avons les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui permettrait éventuellement une superbe exposition. Karim Droné, justement, et pour que ces jeunes-là aussi ne quittent pas le Maroc pour aller jouer sous d'autres cieux, comme je disais en introduction, et pour un autre drapeau, même quelquefois. Oui, c'est un peu le cas aussi pour la boxe marocaine, Absolument. Qui a ramené quand même de belles heures de gloire au sport marocain et qui malheureusement n'est pas suffisamment soutenu. Dernièrement, 2 jeunes ont quitté l'équipe nationale, ont fui lors d'une compétition en Pologne. Ça, c'est dramatique. On a perdu 2 talents pour la boxe marocaine à 1 an des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, je voudrais juste revenir à cette autre actualité qui concerne les intermédiaires, Hamza Hachouik, et le gel de leurs activités. Donc, c'était à la mi-avril. Pardon ? C'était cette semaine. C'était cette semaine. Oui, c'était cette semaine et pas en avril. Pourquoi prendre cette disposition qui reste quand même extrême envers ces intermédiaires-là ? Oui.
Alors donc le constat a été fait, disons, il y a une quinzaine de jours. Nous avons constaté, enfin je parle dans un premier temps avec la casquette du président du FUS, et qu'il y avait à peu près 4 joueurs qui commençaient à manquer à l'appel. Donc nous, généralement, on garde les passeports des joueurs parce qu'on en a besoin pour les tournois internationaux, pour avoir les visas, etc. On avait 4 qui manquaient, donc on a commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait. Et de fil en aiguille, on est arrivé à comprendre qu'il y en a 2 de ces 4 qui sont carrément partis, qui sont des jeunes de moins de 17 ans. Ils ont 16 ans, gamins 15 ans et demi, 16 ans, hein, qui sont partis par le biais d'agents dans un pays du Golfe, sans le citer, parce qu'aujourd'hui on est en pleine enquête, donc je ne veux pas citer des choses dont on n'est pas forcément très très sûr, donc l'enquête est en cours. Donc le FUS de Rabat a décidé de saisir les autorités compétentes, à savoir la Fédération royale marocaine de football, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la FIFA. Donc nous avons écrit à la FIFA, et donc nous sommes vraiment très heureux que la Fédération royale marocaine de football ait réagi très positivement, et même avec un point, enfin franchement on est très très contents, et je les remercie. Le ministère de la Jeunesse et des Sports également ont réagi par rapport à ce sujet-là. Et donc la décision qui a été prise en comité directeur de la fédération, je pense que c'était mardi dernier, enfin il y a 8 jours à peu près, nous avons décidé de geler l'activité des intermédiaires et des agents joueurs. Pourquoi? C'est vrai que c'est extrême. Parce que j'avais demandé au secrétaire général de la fédération de me donner le listing des agents. Il y en a à peu près 160, à peu près 160, 180. Je peux pas, le chiffre est à peu près autour de ça. On va dire à peu près un peu plus de 150. Hein. Très bien, il m'a donné la liste. Et en ayant la liste, j'ai essayé de comprendre comment il fonctionnait. Donc, cahier de charge, c'est un cahier de charge FIFA. On est bien d'accord, on n'invente pas la roue, on prend le cahier de charge et on l'applique, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Hein. Et dans le cahier de charge, il y avait des éléments qu'on ne faisait pas, c'est-à-dire nous, fédération, c'est-à-dire on ne demandait pas un rapport d'activité chaque semestre aux agents. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité, qu'est-ce qu'ils ont acheté comme joueurs, ils ont été intermédiaires dans quoi, comme affaire, par rapport au club, que ce soit à l'étranger, que ce soit au Maroc. Et donc de ce fait-là, nous avons gelé pour mieux redémarrer. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le cahier de charge qui va rester le même, mais sur le suivi du cahier de charge. Je peux annoncer d'ici que nous sommes en train de prendre la décision qui n'est pas encore prise, qui est aujourd'hui soumise à l'approbation du président de la Fédération royale marocaine de football, de donner la gestion de ces agents joueurs à la commission de contrôle gestion. C'est une commission statutaire au niveau de la Fédération royale marocaine de football qui suit les clubs, de telle manière à ce qu'il y ait un croisement des données entre les données des clubs, les données financières des clubs, et les données financières qui vont venir qui vont arriver par l'intermédiaire des agents et l'intermédiaire financier, intermédiaire de joueurs. Donc, à travers cette action-là, nous voulons redémarrer, donner un élan nouveau, différent au métier. Parce que le métier n'est pas mauvais. Enfin, il y a des gens qui sont bien. Moi, je travaille avec eux. J'en connais. Mais, comme on dit, des fois, il suffit d'un seul pour que tout soit généralisé. C'est de la formation pour justement ces métiers autour. Bon, après, on reviendra aux jeunes, autour du marketing sportif, autour tout simplement de l'économie du sport. Selon vous, Karim Brunet, au vu de votre expérience. Oui, à ma connaissance, non, il n'y a pas beaucoup de gens formés au marketing sportif au Maroc. Ceux qui officient aujourd'hui dans le marketing sportif et qui le font bien, ce sont généralement des gens qui ont travaillé en Europe. Je ne veux pas citer de nom, mais c'est généralement des gens qui sont déjà habitués à des process, qui connaissent bien un petit peu les évolutions du marketing sportif. Aujourd'hui, au Maroc, c'est vrai que les écoles de commerce devraient peut-être prendre cette option de développer des métiers propres au marketing sportif. Ce serait effectivement une bonne chose. Et malheureusement, il me semble que ça existe déjà, mais ce sont des institutions privées et non publiques. Voilà. Et nous avons besoin finalement, de par ce que vous venez de dire tous, que ce soit mieux organisé. Pour que ce soit mieux organisé, il faut de la ressource humaine, il faut que le capital humain soit derrière. Alors, justement, si on parlait d'un modèle pour s'inspirer, pour cette économie du sport au Maroc, vous penseriez à quel modèle, messieurs? Hamza Hajjoui. De club?
de modèles d'économie du sport que le Maroc pourrait peut-être emprunter, dont le Maroc pourrait emprunter la voie? Écoutez, Pas de copier-coller, encore une fois, pour ne pas tomber dans Je le... pense que le modèle français est intéressant, c'est-à-dire ça donne quand même... Enfin, il est holiste, il est global, il permet de toucher tous les sports, il permet d'avoir une vision globale et générale sur le développement de la jeunesse et le développement du sport, et de générer des capitaux relativement importants. Hein. Je veux dire, je pense que c'est un bon modèle. Maintenant, c'est peut-être par proximité culturelle que je dis ça. Très sincèrement, je le dis parce que je ne connais pas trop les autres modèles. Le modèle espagnol est intéressant également. Je veux dire, quand je vois le Real Madrid, Barcelone, la manière avec laquelle aujourd'hui l'Espagne peut briller au niveau des compétitions internationales de la même manière. Je veux dire, je pense que, pour ne pas vraiment vous contredire, mais je pense qu'il n'y a pas de modèle. Le seul modèle qu'on doit avoir, c'est un modèle de transparence et de se dire qu'à un moment donné, cette économie du sport peut générer de la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple. Je parle de mon club. Aujourd'hui, le club du FUS, pas loin d'ici, des studios de Rabat, sont... en fait, c'est 9 hectares à l'entrée de Rabat. Ce centre de formation, quand on a démarré il y a 3 ans, il y a à peu près entre 70 et 80 jeunes qui sont en sport-études, avec un responsable pédagogique, avec une assistante sociale, avec une cuisinière, avec tout ce qui tourne autour des métiers du sport. Vous parlez des métiers du sport tout à l'heure. Le centre du FUS génère quelque chose comme une 50aine d'emplois. 50 emplois créés grâce au sport, 50 emplois déclarés. Je parle bien déclarés, hein, on est bien d'accord, on est vraiment dans le formel. Donc l'économie du sport, en fait, crée des emplois, crée de la valeur ajoutée. Absolument. Et crée de la capacité de consommer. Donc au-delà des stades, au-delà de ce qui peut se passer dans les stades, au-delà de ce qu'on peut voir à l'étranger, mais restons à notre niveau. Le budget du FUS, c'est 38 millions de dirhams. C'est 3,7 millions d'euros. On est d'accord. C'est quelque chose de relativement faible par rapport à ce qui se fait en Europe. Mais avec ce budget-là, en fait, on peut créer de la valeur ajoutée. C'est de la structuration, c'est de l'organisation, c'est des systèmes d'information, c'est du digital, c'est des ressources humaines, c'est le capital humain. Et quels sont les atouts pour que ce club-là attire en tout cas autant de recettes de marketing sportif? Je parle du FUS. Je parle du budget, pas de marketing. Enfin, le budget. Je parle de ce côté de marketing sportif. En fait, il n'attire pas autant que ça. Je veux dire, on est à peu près en marketing sportif en termes de sponsors, du sponsoring, autour à peu près entre 15 et 18 millions de dirhams. Toutes sections confondues, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'au fait, derrière, il faut créer de la valeur. Par exemple, au niveau du football, la valeur, on la crée comment? Nous avons un centre de formation. En fait, on a créé quelque chose d'un peu plus bas que la sorte de centre de formation qui permet de financer le centre de formation. C'est l'école de FUS, l'école du football loisir, qui fait à peu près 2500 à 3000 gamins sur Rabat, avec 4 sites. Très bien. Nous créons des espaces où il peut y avoir effectivement des choses qui permettent de ramener des fonds au niveau du club. Mais le marketing sportif en lui-même, ça représente le chiffre que je vous ai donné. Très bien. Alors, on parle de marketing sportif, on parle justement de formation, mais on parle aussi de nouvelles manières de vendre. On ne voit pas beaucoup de goodies, par exemple, au Maroc, Karim Droné, comme on peut le voir dans d'autres clubs français, espagnols ou autres, ou même aux États-Unis, qui est un peu le temple quand même du marketing sportif. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas ça? Pourquoi nous n'avons pas de présence assez féroce sur les réseaux sociaux, sachant que, vous l'avez dit combien pour le Wydad de followers? Pour le Wydad, c'est 1,5 million. Et pour le Raja, Plus encore, oui, parce qu'ils sont même devant le Bayern Munich. Donc, devant le Bayern. Mais pourquoi on ne surfe pas sur cette vague du digital, justement? On ne surfe pas sur la vague du digital, on ne surfe pas non plus sur la vague du merchandising, ça c'est vrai aussi. Donc il y a encore des créneaux encore à explorer, évidemment, pour améliorer les recettes des clubs. Mais écoutez, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un problème de personnes, de structure. Il faudrait vraiment y avoir dans les clubs des gens qui soient spécialisés à suivre des managers, des community managers, en fait, qui suivent un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'autant qu'aujourd'hui, on est peut-être vers un nouveau modèle qui est en train de se développer au niveau mondial, avec notamment les offres OTT, c'est over the top. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Real Madrid va toucher directement l'aficionado du Real Madrid. Si tu veux voir le match, tu payes 3 € sur la boîte. On est en train de tester ce modèle-là.
je ne sais pas si on va y aller véritablement, mais avec la force des GAFA et aujourd'hui des grandes puissances, des géants de l'Internet, on va vers ce genre de modèle aussi. Donc il va falloir y aller maintenant, aujourd'hui, pour les clubs marocains et les sportifs marocains, aller sur les réseaux sociaux et vraiment bien les gérer parce que demain... Ils ne sont pas du tout gérés parce qu'aujourd'hui, pas on a l'impression que ce sont les supporters qui gèrent. Non, il y a la base quelques de fans. agences qui gèrent pour les clubs, ça existe, Très bien. pour quelques clubs, Pour quelques clubs, sans les citer. sans les citer. Très bien. Amine Sadir, peut-être un mot sur ce marketing sportif digital. Comme il vient de le dire Karim, aujourd'hui, une plateforme comme celle du Wydad, qui compte plus de 1,5 million de followers, si je me trompe, c'est des yeux, c'est des oreilles qui nous intéressent. Mais aujourd'hui, si demain je veux diffuser un message publicitaire ou une capsule sponsorisée sur cette plateforme-là, comment je vais faire? Est-ce que j'appelle le club? Est-ce que j'appelle mon agence média? Est-ce que j'appelle mon agence de communication? L'idéal, c'est d'avoir au niveau de chaque club, au niveau de chaque fédération, une entité, un département qui va gérer tout l'aspect commercial et marketing de ce volet-là. Et qu'en est-il des goodies? Pourquoi elles n'existent pas? Pourquoi on n'a pas ce marché de goodies? Pourtant, il y a des fans, ils achèteraient un ballon sous les couleurs du FUS, du Wydad, du Raja ou du Hassania Aujourd'hui, il y a d'Agadir. des entités de fans qui le font très très bien. Il n'y a qu'à voir les winners du WAC. Ils produisent des goodies qui ont énormément de succès. Oui, mais Ouais. ça ne se fait pas au niveau du club. Voilà. Ça se fait au niveau des fans. fans clubs. Oui. Enfin, en tout cas, des fans du même club. Oui, exactement. Mais c'est Exactement. une perte pour vous, annonceurs. Enfin, c'est une perte pour tout le monde, finalement. Oui, exactement. Très bien. Alors, bon, peut-être on va terminer avec des recommandations et notamment peut-être qui devrait apporter son grain de sel pour que peut-être la base soit construite pour cette économie du sport au Maroc. Et je ne parle pas seulement du football, même si bien sûr ça reste la discipline la plus suivie dans notre pays. Karim Droné, peut-être, pour Moi, commencer. Je rebondis sur la proposition de M. Ajoui, qui est assez intéressante, d'avoir cette agence de marketing sportif au niveau national qui serait un petit peu l'interlocuteur, qui pourrait drainer un petit peu toutes les recettes potentielles que peut rapporter aujourd'hui l'économie du sport, et puis surtout qui serait aussi une agence qui pourrait aussi faire un peu de veille, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans le monde, et qui pourrait pour faire des propositions. Moi, je pense que c'est une excellente initiative de pouvoir aller vers cette agence de marketing sportif au niveau national pour encourager le développement de l'économie du sport. Certainement. Amine Sadir. Il faut médiatiser et il faut vendre. On a parlé des autres sports qui ne sont pas très valorisés au niveau de Maroc, tout simplement parce qu'ils ne sont pas médiatisés autant que le foot, ils ne sont pas vendus autant que le foot. Si on a parlé du modèle américain, les Américains, ils vendent très très bien leurs sports locaux au niveau international. Il y a qu'à voir le baseball, le football américain, la NBA, etc. Ce sont des sports qui sont propres aux États-Unis, mais qui sont médiatisés et vendus de par le monde. Aujourd'hui, au Maroc, pour les autres disciplines, le succès est défini par le fait, je crois, c'est un avis personnel, par le fait qu'on a un succès continental ou international. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à suivre une équipe de basket ou un judoka ou un nageur, etc., etc. Alors que le succès au niveau national n'est pas du tout médiatisé, n'est pas du tout vendu. Et ça pourrait intéresser les annonceurs par la suite. Parce qu'à partir du moment que cette discipline autre que le football est médiatisé et intéresse les Marocains. On rentre sur la page Facebook d'un judoka Y ou X, il est suivi par 1 million de personnes. Ce judoka n'a plus à toquer à toutes les portes pour se faire sponsoriser. C'est les annonceurs qui vont l'approcher pour que ça soit fait. Donc pour moi, c'est médiatisé et mieux vendu que ce qui se fait aujourd'hui. Peut-être un programme aussi de médias là-dessus. Un dernier mot, Hamza Hajjoui, pour clôturer ce débat. Moi, il me semble qu'il faut qu'on passe à l'étape supérieure, à savoir l'industrialisation de l'écosystème. L'industrialisation de l'écosystème, on ne va pas réinventer la roue, les autres l'ont fait avant nous. Ça passe par trois niveaux, enfin au niveau du sport en tout cas. Premièrement, les infrastructures, les stades. Aujourd'hui, nous avons de beaux stades, mais c'est des stades qui ne sont pas connectés. C'est des stades qui ne sont pas couverts. On n'a pas de stade 2.0. Si vous visitez le stade de l'Olympique lyonnais à Lyon, c'est un bijou de technologie. Je ne parle même pas du Stade de France. Par rapport au Stade de France, c'est vraiment quelque chose on passe un cap, quoi. Donc, premièrement, l'infrastructure.
L'infrastructure qui passe également par les centres de formation, etc., parce que c'est important, de tous les sports. Deuxièmement, l'organisation des clubs et des intervenants. Alors, on parle d'intervenants, on parle également d'agents, de tout ce qui tourne autour du sport. Et puis, troisièmement, c'est un peu le chapeau, je le dis en troisièmement parce qu'effectivement, il est peut-être important, c'est pour ça que je vais peut-être dire plus de mots dessus, la législation, la loi. Voilà, et le suivi de la loi. Ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a 8 jours par rapport aux intermédiaires ou aux agents, est assez éloquent et ça nous donne une image. Nous avons la loi, mais nous ne la suivons pas. Enfin, elle n'est pas suivie, on ne fait pas du suivi. On n'est pas là en train de voir est-ce qu'elle est appliquée, est-ce qu'elle n'est pas appliquée, comment elle est appliquée. Donc la législation, la loi 3009 est importante. Elle a des défauts, elle a des qualités, mais elle est là. Elle est là. Elle est là et elle vient d'un discours royal, du legs royal plutôt, en 2008, et qui oriente un peu la chose sportive aujourd'hui. Voilà. Hamza Hajjoui, merci beaucoup. Merci à vous. Remerciements également à Karim Droné et à Amin Sadiq d'avoir en tout cas enrichi ce débat sur le marketing sportif. Il reste beaucoup à faire, mais nous gardons l'espoir. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco Débat. D'ici là, très très bonne semaine à toutes et à tous.